Je m'appelle Mason. J'ai 28 ans. Et mon propre père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit qu'il avait dépensé toutes les économies de ma vie pour quelqu'un qu'il considérait meilleur que moi. Avant de vous raconter comment les mots suivants de ma grand-mère allaient briser le tissu de mensonges de ma famille et changer le cours de ma vie à jamais, faites-moi une faveur et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Le silence dans la salle à manger était quelque chose de physique. On pouvait le sentir pressé sur la peau, s'enfoncer dans les os. Ce n'était pas un silence vide. Il était lourd, rempli de tout ce qui n'avait jamais été dit dans notre maison. L'air, épais de l'odeur du poulet rôti et du nettoyant parfumé au citron de ma mère, devint soudain difficile à respirer. Mon père, Richard, n'avait pas bronché. Pas une crispation de la mâchoire, pas un battement de cils. Il soutenait simplement mon regard de l'autre côté de la table en acajou poli, sa fourchette posée à côté d'un morceau de viande parfaitement coupé. « Nous avons dépensé tes économies pour quelqu'un de mieux », répéta-t-il. Sa voix était calme et égale, comme s'il parlait de la météo. Les mots restèrent en suspens, obscènes dans leur simplicité. Ma fourchette, à mi-chemin de ma bouche, s'arrêta. Je sentais la chaleur monter à mon visage, le battement frénétique de mon propre cœur contre mes côtes. Je regardais autour de la table. Ma mère, Hélène, était soudain fascinée par une tache de poussière inexistante sur son verre d'eau. Mon jeune frère, Léo, se figea en pleine mastication, les yeux écarquillés, un cerf pris dans les phares, et ma grand-mère Éléanore, qui avait été silencieuse toute la soirée, posa lentement son couteau et sa fourchette, l'argenterie produisant un cliquetis doux et délibéré contre la porcelaine fine. Le son trancha la tension comme un rasoir. Ma propre voix, quand elle sortit enfin, était à peine un murmure. Un seul souffle rauque. Mieux que moi. Mon père soupira. Une petite bouffée d'air agacé. Comme si ma question était un inconvénient mineur. Ton frère avait besoin de soutien. Mason, toi non. C'est simple. Simple. Il a utilisé le mot simple pour décrire la destruction de mon avenir. Il l'a utilisé pour justifier une trahison si profonde qu'elle semblait réécrire mon passé. Toutes ces années accumulées 2 emplois, à sauter des soirées entre amis pour prendre un service supplémentaire, à mettre méticuleusement de côté chaque dollar disponible. Tout cela balayé comme si ce n'était rien. Mais ce n'est pas la froideur de mon père qui a rompu le charme. C'est le bruit de la chaise de ma grand-mère raclant contre le parquet. C'était un bruit brusque et discordant dans le silence suffocant. Elle se leva lentement, mais avec une présence qui semblait aspirer tout l'air de la pièce. À 75 ans, elle n'était pas grande, mais à ce moment-là, elle nous dominait tous. Son visage, habituellement marqué de douces rides de bienveillance, s'était durci comme du granit. Ses yeux, fixés sur son fils, étaient des éclats de glace. Sa voix était basse, mais elle portait une autorité que personne dans cette pièce n'osait défier. « Richard, dit-elle, chaque mot une pierre parfaitement formée. Dis-moi qui est cette personne. » Son regard ne vacilla pas, tout de suite. Et alors que le sang-froid de mon père se fissurait enfin, qu'une lueur de panique traversait pour la première fois son visage, je sus que c'était plus qu'une simple dispute de famille. C'était l'heure des comptes. Mais pour comprendre le poids de l'ordre de ma grand-mère, pour comprendre pourquoi sa force tranquille était la force la plus puissante dans cette pièce, il faut comprendre que cette trahison n'était pas née à une table de dîner. Elle avait grandi dans l'ombre de notre maison pendant toute ma vie. En grandissant, notre famille n'était pas une démocratie. C'était une monarchie. Et mon jeune frère, Léo, était le prince héritier. Il était né avec une auréole de potentiel que seuls mes parents semblaient voir. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait mérité. C'était juste là. Il le respirait et nous autres devions orbiter autour. J'étais le responsable, le silencieux, celui qui se faisait tout petit pour prendre moins de place. Je me souviens de mon 16e anniversaire. Je travaillais à temps partiel depuis 1 an dans un restaurant local, économisant pour une berline d'occasion en mauvais état que j'avais vue à vendre. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la liberté. Je n'ai pas eu la voiture. J'ai eu un livre attentionné sur le graphisme de la part de ma grand-mère et un billet de $100 tout neuf de mes parents avec une carte qui disait « Nous sommes si fiers de la façon dont tu apprends à voler de tes propres ailes ». 2 mois plus tard, c'était le 16e anniversaire de Léo. Nous sommes sortis dans l'allée pour trouver un cabriolet rouge cerise flambant neuf avec un énorme nœud sur le capot. Léo a crié de joie, sautant sur place. Mon père lui a tapé dans le dos, rayonnant.
Seulement le meilleur pour mon futur PDG, avait-il dit assez fort pour que les voisins l'entendent. Plus tard dans la soirée, j'ai trouvé ma mère dans la cuisine. J'ai essayé de garder ma voix stable. Maman, pourquoi? Elle n'a même pas levé les yeux des plats qu'elle lavait. Mason, tu es différent. Tu es pragmatique. Tu comprends la valeur du travail acharné. Léo, il a besoin d'encouragement. Il a besoin de voir ce qui est possible pour se sentir réussi. Ça l'aide à se motiver. Donc mon travail acharné paie pour mes affaires et son potentiel paie pour les siennes. La question était amère sur ma langue. Elle s'est finalement tournée, s'essuyant les mains sur son tablier. Son expression n'était pas méchante. C'était pire. C'était de la pitié. Ne sois pas mélodramatique. Ton père et moi voulons juste donner tous les avantages à ton frère. Tu es assez fort pour tracer ton propre chemin. Nous en sommes fiers. C'était un piège parfait. Comment argumenter contre un compliment utilisé pour justifier qu'on vous traite comme inférieur? Alors, je n'ai rien dit. J'ai appris que ma force n'était pas une qualité à célébrer. C'était une excuse pour être ignoré. Le schéma se répétait sans cesse. Aux soirées de remise des prix de l'école, je ramenais des certificats d'excellence académique ou un prix d'un concours d'art à l'échelle de l'État. Mes parents applaudissaient poliment. Mon père se penchait et murmurait, « C'est bien, mon fils. Imagine ce que Léo fera quand il s'y mettra vraiment. » Mes réussites n'étaient toujours qu'un prélude à la grandeur théorique future de Léo. Ils ont investi de l'argent dans ces passe-temps qui duraient quelques semaines. Cours de tennis, une table de mixage de DJ, même des leçons de pilotage à un moment donné. Chacun était un investissement dans son avenir. Pendant ce temps, mon rêve de lancer une petite entreprise de graphisme après l'université était traité comme un passe-temps agréable mais irréaliste. C'est un marché difficile, Mason, disait mon père. Mieux vaut avoir un salaire régulier, un emploi stable comme celui que tu as maintenant. Stabilité, responsabilité, pragmatisme. Ce n'étaient pas des mots d'éloge. C'étaient les barreaux de ma cage. J'étais le cheval de très fiable, tandis que Léo était le pur sang de course, trop précieux pour être accablé par le poids de sa propre vie. J'ai passé des années à penser que c'était normal, que c'était ainsi que fonctionnaient les familles. Un soleil, une planète. Je n'avais pas réalisé que je n'étais pas une planète. J'étais juste le combustible jeté dans la fournaise pour que le soleil continue de briller. Le restaurant a été mon premier vrai goût d'indépendance. L'odeur de café rassis, de bacon grésillant et d'eau de javel est devenue l'odeur de la liberté. J'avais 15 ans, et chaque dollar que je gagnais me semblait être une petite pièce solide d'une vie que je me construisais, séparée de celle qui m'avait été assignée à la maison. J'ai commencé avec un service le week-end, puis j'ai ajouté les soirs après l'école. Mes mains étaient perpétuellement calleuses et sentaient légèrement la graisse. Mais mon portefeuille devenait plus lourd. Je n'économisais plus seulement pour une voiture. J'économisais pour un avenir. Un avenir où je n'aurais rien à demander. Où je pourrais payer mes propres fournitures universitaires, peut-être même contribuer à un fonds d'études décent pour ne pas être accablé par une dette écrasante. Un avenir où mon succès serait mesuré par mes propres efforts, pas par le soutien dont je n'avais pas besoin. Quand j'ai eu 18 ans et que j'étais sur le point d'aller à l'université communautaire, j'avais une somme décente de côté. Elle dormait sur un simple compte courant et je savais que je devais en faire quelque chose de plus intelligent. C'est à ce moment-là que mon père m'a pris à part. Nous étions dans son bureau à domicile, une pièce qui ressemblait toujours plus à une salle de conseil d'administration qu'à une partie de notre maison. Mason, dit-il en joignant le bout de ses doigts. C'était son geste de sérieux professionnel. Je suis fier de ton éthique de travail. Vraiment. Mais laisser cet argent sur un compte courant est stupide. Tu perds de l'argent à cause de l'inflation. Il a sorti une brochure d'une banque d'investissement bien connue. J'ai des relations avec ces gens. Nous pouvons ouvrir un véritable compte d'épargne et d'investissement pour toi. Il sera lié à mon compte principal, ce qui facilite la gestion, et je peux t'aider à guider tes investissements. Nous obtiendrons un bien meilleur rendement. Considère cela comme un portefeuille de départ. J'ai hésité. Une partie de moi, celle qui avait construit ce pécule en secret, voulait le garder séparé, le garder à moi. Mais une autre partie de moi, celle qui désirait encore son approbation, était flattée. Mon père, qui ne parlait habituellement d'affaires qu'avec Léo, me proposait son aide.
C'était comme une promotion. C'était comme s'il me voyait enfin comme un adulte. Ce sera toujours mon compte, n'est-ce pas? Mon nom dessus, ai-je demandé. Bien sûr, dit-il, avec un sourire rare qui semblait sincère. C'est ton argent, ton travail acharné. Je suis juste là pour l'aider à fructifier. C'est ce que font les familles, mon fils. Nous protégeons l'avenir des uns et des autres. Je l'ai cru. J'ai accordé ma confiance aussi facilement que j'ai donné les détails de mon compte. Au cours des années suivantes, j'ai tout versé sur ce compte. Les chèques de paie de mon travail universitaire en graphisme pour le syndicat étudiant. L'argent des contrats en freelance que je prenais tard le soir. Chaque chèque d'anniversaire de ma grand-mère. Je recevais des relevés par la poste montrant une croissance régulière. C'est devenu ma fierté, ma forteresse secrète. À l'âge de 28 ans, travaillant comme graphiste junior dans une entreprise de taille moyenne en ville, ce compte était censé être ma rampe de lancement. C'était plus qu'un filet de sécurité. C'était le capital de départ pour mon propre studio de design. C'était la manifestation physique d'une décennie de sacrifices. C'était ma preuve, pour moi-même et peut-être un jour pour eux, que le fils calme et responsable avait construit quelque chose de valable tout seul. Je n'avais aucune idée que je ne faisais que construire une fournaise plus grande et plus performante pour qu'il la pille. Le jour où le sol s'est dérobé sous mes pieds a commencé comme n'importe quel autre mercredi. Le temps était gris et bruineux, le genre de journée qui rend la ville lasse. Je suis rentré dans mon petit appartement, celui au mur fin avec vue sur un immeuble en briques. Mais il était à moi. J'avais payé chaque meuble de seconde main, chaque assiette dépareillée dans la cuisine. Je faisais mon budget de fin de mois, un rituel que je ne manquais jamais. J'ai réchauffé des restes de spaghettis, ouvert mon ordinateur portable et cliqué sur le favori de ma banque. L'écran de connexion est apparu. J'ai tapé mon mot de passe. La page de résumé s'est chargée et je suis resté bouche bée. Le chiffre n'avait aucun sens. Il n'était pas seulement bas. C'était un chiffre que l'on voit après un week-end de dépenses irresponsables. Pas un mois d'économie prudente. J'ai cligné des yeux, pensant que la page ne s'était pas chargée correctement. J'ai actualisé. Le petit cercle a tourné et le même chiffre impossible est réapparu. Mon cœur a commencé à battre un tambour lent et lourd contre mes côtes. Ne panique pas. C'est un bug. Ça doit être un bug. J'ai navigué vers la page de l'historique des transactions. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Ce n'était pas un bug. C'était un massacre. Il y avait des retraits, des virements, des paiements que je n'avais jamais faits à des noms que je ne reconnaissais pas. Pas un ou deux. Une longue et dévastatrice liste s'étalant sur des mois. Ils étaient malins. Je devais leur reconnaître ça. Les montants étaient variés, espacés dans le temps, assez petits pour ne pas déclencher une alerte immédiate, mais assez constants pour vider une décennie de travail jusqu'à presque rien. C'était comme une hémorragie lente et silencieuse. Quelqu'un avait soigneusement, méthodiquement, drainé ma sève vitale, comptant sur le fait que j'étais trop occupé, trop confiant pour le remarquer. Mes spaghettis étaient froids, mes mains tremblaient. J'ai attrapé mon téléphone, mon pouce planant sur le contact de mon père. Il gérait le compte. Il saurait ce que c'était. C'était peut-être une erreur. Un paiement d'impôt que j'avais oublié. Un investissement qui avait mal tourné. Il devait y avoir une explication logique. J'ai d'abord appelé le numéro de la banque. J'ai eu une représentante du service client poli qui m'a mis en attente pendant 10 minutes. Quand elle est revenue, sa voix était professionnellement vague. Monsieur, je ne peux pas discuter des détails des virements, mais je peux confirmer qu'ils ont tous été autorisés depuis le compte principal associé. Le compte principal, celui de mon père. Je ne peux pas confirmer le nom, monsieur, mais oui, toutes les transactions ont été initiées par le titulaire du compte principal. Il n'y a eu aucune faille de sécurité. La ligne est devenue silencieuse. Aucune faille de sécurité. Cela signifiait que l'appel venait de l'intérieur de la maison. J'ai raccroché le téléphone, le plastique semblant glissant et froid dans ma paume. J'ai pensé au gestionnaire de compte que mon père m'avait assigné, un homme nommé Monsieur Henderson. J'ai appelé sa ligne directe. Il semblait agité. Mason, content de t'entendre, dit-il, sa voix un peu trop forte. Tout va bien? Non, Monsieur Henderson, ça ne va pas. Mon compte est presque vide. Il manque des milliers de dollars.
Il y a eu une pause. Je pouvais l'entendre feuilleter des papiers. Ah, oui. Eh bien, votre père, Richard, s'est occupé de ces virements. Ils ont tous été traités correctement. Des ajustements de portefeuille familial, je crois qu'il a appelé ça. Ajustement de portefeuille familial. L'expression administrative stérile m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas un ajustement. C'était du vol. Et la personne qui tenait le pistolet était mon propre père. Ce samedi-là, j'ai conduit les 2 heures jusqu'à la maison de mes parents. Tout le long du trajet, j'ai répété ce que j'allais dire. Je me suis entraîné à être calme, à être ferme. Je me suis dit que je ne hausserais pas le ton. Je ne ferai pas d'accusation. Je présenterai simplement les faits et demanderai une explication. Je m'accrochais encore à une lueur d'espoir que tout cela n'était qu'un terrible et complexe malentendu. L'espoir est mort au moment où j'ai franchi la porte. La maison était remplie de l'odeur familière du rôti de ma mère. Mais quelque chose était différent. Il y avait une effervescence dans l'air, une excitation qui n'avait que rarement quelque chose à voir avec moi. J'ai trouvé la source dans le salon. Léo était assis par terre, entouré de boîtes neuves et élégantes. Sur ses genoux se trouvait une tablette graphique numérique dernier cri, le genre dont rêvent les graphistes professionnels. À côté de lui, un nouvel ordinateur portable puissant et un casque à réduction de bruit. Il y en avait pour des milliers de dollars d'équipement. Waouh, dis-je, la voix tendue. On dirait que Noël est arrivé en avance. Léo n'a même pas levé les yeux. Il était trop occupé à passer un stylet sur l'écran de la tablette. Ouais, c'est plutôt cool. Papa a dit qu'il était temps que j'ai une installation professionnelle pour mes cours de commerce. Il a dit qu'il faut dépenser de l'argent pour en gagner. Tu sais. Ma poitrine se serrait comme dans un étau. Mes économies, ma décennie de travail, posées là, sur le sol du salon, traitées comme un nouveau jouet brillant. Ma mère est entrée de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Mason, tu es là. N'est-ce pas merveilleux? Léo prend enfin son avenir au sérieux. Elle rayonnait en regardant Léo avec une adoration pure. Il prend les choses au sérieux. Maman, je travaille dans ce domaine depuis 6 ans. J'ai construit ma carrière à partir de rien. Elle a agité une main dédaigneuse comme pour chasser une mouche. Oh, chérie, c'était ton choix. Et tu t'en es si bien sorti. Tu es stable. Léo a besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit investissement pour démarrer. La condescendance était suffocante. Ma stabilité n'était pas une réussite. C'était une raison d'être ignorée. Plus tard, après le dîner, Léo a disparu dans sa chambre pour jouer avec ses nouveaux gadgets. Ma mère était à l'étage. J'ai trouvé mon père dans son bureau, lisant le Wall Street Journal. Le moment de la confrontation que j'avais répété toute la journée était enfin arrivé. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, mes relevés bancaires serrés dans ma main. Papa, il faut qu'on parle. Il a baissé son journal, me regardant par-dessus ses lunettes de lecture. Qu'est-ce qu'il y a, Mason? C'est à propos de mon compte d'épargne, dis-je, ma voix tremblant légèrement malgré mes efforts. Il manque de l'argent. Beaucoup d'argent. Il n'a pas scié. Il n'a montré aucune surprise, aucune inquiétude, rien. Il a juste plié son journal, l'a posé avec une précision déconcertante, et m'a regardé. Nous ne pensions pas que tu le remarquerais si tôt, a-t-il dit. La cruauté désinvolte de cette phrase m'a coupé le souffle. Tu l'as utilisé. Oui, a-t-il dit. Son ton était factuel. Nous l'avons utilisé pour ton frère. Il est à un point critique de sa vie. Il a besoin de ses outils, de ses opportunités, des choses dont tu n'as jamais eu besoin. Je n'ai jamais eu besoin d'opportunités, ai-je demandé, incrédule. J'ai créé les miennes. Exactement, a-t-il répondu, comme si je venais de prouver son argument. Tu vas bien. Tu es autonome. L'avenir de Léo nécessite plus de soutien, plus de capital. C'était une simple décision commerciale. Nous avons réaffecté les actifs familiaux là où ils généreraient le meilleur rendement. Le travail de ma vie, mon avenir, réduit à des actifs familiaux. Je n'étais pas son fils. J'étais une ligne sur un bilan. Et dans ses yeux froids et calculateurs, j'avais été liquidé. Je suis resté là, dans l'embrasure de son bureau. Bouleversé. La pièce,
avec son bois sombre et ses livres reliés en cuir, ressemblait soudain à une cage. Mon père avait déjà repris son journal, un renvoi clair. La conversation, dans son esprit, était terminée. Il avait pris une décision commerciale et je devais l'accepter. Mais quelque chose qu'il a dit, ou plutôt quelque chose dans la façon dont il l'a dit, m'a interpellé. Nous ne pensions pas que tu le remarquerais si tôt. Cela impliquait un jeu plus long. Cela impliquait que ce n'était pas la fin. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis resté allongé dans le lit de ma chambre d'enfant, fixant le plafond, chaque mot froid de mon père rejouant dans ma tête. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Vers 2 heures du matin, poussé par un instinct que je ne pouvais expliquer, je suis descendu à pas de loup. La porte du bureau était légèrement entr'ouverte. Une seule lampe de bureau jetait une lueur jaune pâle à travers la pièce. Mon père était un homme d'habitude. Il gardait tous les documents financiers importants dans le tiroir inférieur droit de son bureau en acajou. Je l'avais vu l'ouvrir 1000 fois. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que j'ouvrais le tiroir. Il a glissé avec un son doux et bien huilé. Au-dessus se trouvaient des piles bien ordonnées de factures et de rapports d'investissement. Mais en dessous, rangé au fond, il y avait un simple dossier manille. Il portait mon nom, Mason Carter. Ma main tremblait en le sortant. C'était ça. Ce devaient être les relevés de mon compte, ceux qu'il me cachait. Mais quand je l'ai ouvert, mon sang s'est glacé. Ce n'était pas seulement mes relevés bancaires. Au-dessus se trouvait une liasse de papier que je n'avais jamais vue auparavant. C'était une demande de prêt commercial personnel dûment remplie, un prêt substantiel, 25 000 $. La demande était remplie avec mes informations personnelles, mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, mon historique d'emploi, et en bas, sur la ligne de signature, se trouvait une imitation grossière de ma signature. Je me suis effondré sur le sol, le dossier sur mes genoux. J'avais des vertiges, la nausée. Ce n'était plus seulement du vol. C'était une violation d'un tout autre niveau. Ils n'avaient pas seulement vidé mon passé. Ils essayaient d'hypothéquer mon avenir. Ils allaient m'endetter sous mon propre nom pour continuer à financer la vie de Léo. La signature était une tentative tremblante et amateur. C'était l'écriture de mon père essayant d'être la mienne. Il devait prévoir de la soumettre bientôt. Il comptait sur mon silence, sur ma réticence à créer un conflit. Il comptait sur le fils qu'il avait entraîné pendant 28 ans à simplement encaisser, à absorber le coup et à trouver tranquillement un moyen de le rembourser. C'est à ce moment-là que la tristesse s'est transformée en autre chose, quelque chose de dur et de tranchant. La peur était toujours là, mais elle était éclipsée par une rage blanche et brûlante. Il ne s'agissait plus de favoritisme. Il ne s'agissait plus d'une décision commerciale. C'était un acte criminel calculé. Il ne m'avait pas seulement vu comme une ressource à utiliser. Il me voyait comme un chèque en blanc à falsifier. J'ai soigneusement replacé les papiers dans le dossier. J'ai sorti mon téléphone et, les mains tremblantes, j'ai pris une photo de chaque page, la demande, la signature falsifiée, les relevés bancaires montrant les retraits. Chaque déclic de l'obturateur de l'appareil photo me donnait l'impression de charger une balle dans un fusil. J'ai remis le dossier dans le tiroir, exactement comme je l'avais trouvé. Je l'ai refermé sans un bruit. Alors que je remontais les escaliers à pas de loup, la victime en moi est morte. Le fils qui voulait juste l'approbation de son père avait disparu. À sa place, quelque chose de nouveau prenait racine. Un homme qui s'apprêtait à partir en guerre. Le trajet de retour en ville était flou. La rage était un bourdonnement aigu et constant dans mes oreilles. La première personne que j'ai appelée était Chloé. Nous étions amis depuis notre premier cours d'art à l'université, et maintenant elle était assistante juridique dans un cabinet d'avocats d'affaires et étudiait pour le barreau. C'était la personne la plus sensée que je connaissais. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant ouvert 24h24, le même genre d'endroit où je travaillais. Je me suis glissé dans la banquette en face d'elle, le visage sombre. Je n'ai même pas commandé de café. J'ai tout déballé. Le compte vide, les nouveaux jouets de Léo, l'aveu froid, et enfin, la demande de prêt falsifié. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone, ses yeux s'écarquillant à chaque détail. Elle a pris le téléphone de mes mains, faisant défiler les photos, son expression passant de l'incrédulité à une fureur professionnelle. « Mason, dit-elle, la voix basse et sérieuse. Ce n'est plus un drame familial. C'est du vol qualifié et de l'usurpation d'identité.
Ce que fait ton père est un crime. Plusieurs crimes, en fait. Elle a repoussé le téléphone sur la table. Tu pourrais l'envoyer en prison pour ça. Le mot prison flottait dans l'air. L'idée de mon propre père derrière les barreaux était écœurante. Mais la réalité de ce qu'il avait fait était encore pire. Que dois-je faire, Chloé? Tu documentes tout, dit-elle, son esprit juridique s'activant. Imprime ces photos, obtiens des copies officielles de tes relevés bancaires, crée une chronologie de chaque retrait, et tu ne leur parles plus sans un avocat présent. Je suis sérieuse, Mason, il te voit comme un distributeur automatique, pas comme une personne. Tu dois te protéger. Ces mots furent comme un seau d'eau glacée. Choquant, mais clarifiant. J'ai quitté le restaurant avec un sombre sentiment de détermination, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. C'était ma tante Carole, la sœur de ma mère. Mason, chérie, ta mère m'a appelé. Elle est si inquiète pour toi, commença-t-elle, sa voix dégoulinant d'une sollicitude mielleuse. Elle a dit que tu étais contrarié par certains arrangements financiers. J'étais vague, quelque chose comme ça. Écoute, dit-elle en soupirant de façon dramatique. Je sais que ça semble injuste, mais tu dois essayer de voir la situation dans son ensemble. Tes parents subissent tellement de pression avec Léo. Il est juste différent. Il a besoin de plus d'aide. Tu as toujours été le plus fort. Parfois, les plus forts doivent porter un peu plus de poids pour le bien de la famille. Ne laisse pas une petite chose comme l'argent vous séparer. Une petite chose comme l'argent. Le travail de toute ma vie. Un prêt falsifié qui pourrait ruiner mon crédit pendant des années. Elle me donnait le même poison que mes parents, juste avec un enrobage plus sucré. Elle était la complice, celle qui validait leur logique tordue. Merci pour le conseil, tante Carole, dis-je, la voix froide. Je dois y aller. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La conversation, aussi manipulatrice soit-elle, a eu un bon effet. Elle a solidifié ma résolution. Ma famille n'était pas seulement mes parents et mon frère. C'était tout un écosystème construit pour soutenir une personne aux dépens d'une autre. Et j'en avais fini d'être la fondation sur laquelle il se tenait. Chloé avait raison. Je devais me protéger. Mais je savais que j'avais besoin de plus qu'un simple avocat. J'avais besoin d'un allié. Quelqu'un de leur monde. Quelqu'un qu'ils seraient obligés d'écouter, et il n'y avait qu'une seule personne qui correspondait à cette description. Ma grand-mère. La maison de ma grand-mère Eleanor se trouvait de l'autre côté de la ville. Une petite maison en briques tranquille avec un jardin qu'elle entretenait avec un soin méticuleux. Ça sentait toujours les vieux livres, le thé Earl Grey et le terreau. C'était le seul endroit dans ma vie qui m'avait toujours semblé être un sanctuaire. Je l'ai appelée avant d'y aller. Ma voix tendue. Grand-mère, est-ce que je peux passer? Il y a quelque chose d'important dont je dois te parler. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste dit, la bouilloire est sur le feu, mon cher. Viens quand tu seras prêt. Quand elle a ouvert la porte, elle a jeté un coup d'œil à mon visage, et son sourire chaleureux s'est estompé pour laisser place à une expression d'inquiétude. Elle m'a fait entrer, me guidant vers le fauteuil usé de son salon. Elle m'a tendu une tasse de thé, son contact doux sur mes mains tremblantes. Très bien, Mason, dit-elle, s'asseyant en face de moi. Raconte-moi tout depuis le début. Et je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai laissé le barrage céder. Je lui ai parlé des années passées à me sentir invisible, des anniversaires, des récompenses, des rejets désinvoltes constants. Je lui ai parlé de mon rêve de créer mon propre studio et des économies que j'avais si durement amassées. Puis, la voix brisée, je lui ai parlé du compte vide, de la confession glaçante de mon père, et de l'ultime trahison impensable de la demande de prêt falsifié. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé, celui avec les photos imprimées et les relevés bancaires que Chloé m'avait dit de me procurer. Je les ai étalés sur la table basse entre nous. Elle ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle a juste écouté, le regard fixé sur mon visage. Pendant que je parlais, je pouvais voir une transformation s'opérer. La grand-mère douce et bienveillante s'effaçait, et à sa place se trouvait une femme d'une force redoutable. Sa mâchoire était serrée, son dos était droit comme un i, et ses yeux, du même bleu clair que les miens, étaient remplis d'une lumière froide et dure que je n'avais jamais vue auparavant. Quand j'ai fini, le seul son dans la pièce était le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir. Elle a baissé les yeux sur les papiers sur la table,
ramassant la photo de la signature falsifiée. Elle l'a fixée pendant un long moment. « C'est mon fils qui a fait ça », dit-elle. Ce n'était pas une question. C'était un constat de fait sinistre. Elle a relevé les yeux vers moi, et dans son regard, je n'ai pas vu de pitié, mais une colère profonde et validante. « Tu as été bien trop patient pendant bien trop longtemps, Mason, dit-elle, sa voix calme, mais résonnant de conviction. Ils ont confondu ta force avec de la faiblesse, ton silence avec de l'acceptation. Cela s'arrête maintenant. » Elle a tendu la main sur la table et a posé sa main sur la mienne. Sa main était petite et ridée, mais elle semblait aussi forte que l'acier. « Tu n'es pas une ressource à exploiter, dit-elle, ses yeux se verrouillant aux miens. Tu es mon petit-fils, et personne ne fait ça à mon petit-fils. Nous allons te rendre justice, et nous allons le faire d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. » À ce moment-là, je savais que je ne me battais plus seul. J'avais une reine de mon côté de l'échiquier. L'heure suivante dans le salon de ma grand-mère fut une leçon de maître en stratégie. Le chagrin et la colère étaient toujours là, mais ils étaient maintenant canalisés, affinés en un plan d'action clair. « Affronter ton père seul est inutile », déclara Eleanor, sa voix nette et professionnelle. « Il t'intimidera. Ta mère pleurera. Et ils te manipuleront pour que tu te sentes coupable. Nous avons besoin d'un autre lieu. Un lieu où ils ne peuvent pas contrôler le récit. » C'est alors qu'elle a proposé l'idée d'un dîner de famille. « J'appellerai ta mère et je dirai que je suis en ville et que j'aimerais que tout le monde se réunisse. Elle ne pourra pas refuser. Ce sera sur leur terrain, ce qui les mettra en confiance. » Trop en confiance. Elle regarda la pile de preuves sur la table. « Ce sont tes munitions, mais tu ne peux pas tout tirer d'un coup. Tu attends. Tu laisses ton père faire son mouvement. Il est arrogant. Il essaiera de contrôler la situation pour se justifier devant moi. Laisse-le faire. » Elle a tout planifié comme un général préparant une bataille. Elle m'a dit d'arriver à l'heure, pas en avance, d'être poli mais distant, de garder le dossier dans mon sac jusqu'au moment parfait. « Il en parlera », dit-elle avec une certitude absolue. Son ego ne le laissera pas ignorer l'attention. Il voudra aborder le sujet selon ses propres termes pour te faire passer pour l'ingrat. Quand il le fera, tu lui répondras par une simple question, celle que tu lui as posée dans son bureau, puis tu te tairas, et tu me laisseras gérer le reste. Pendant que nous parlions, j'ai vu une facette d'elle que je ne connaissais pas. Ce n'était pas seulement ma douce grand-mère. C'était une penseuse stratégique et affûtée. Elle a mentionné mon grand-père, décédé des années auparavant. « Ton grand-père a bâti son entreprise de construction à partir de rien, » dit-elle, une lueur de fierté dans les yeux. J'ai été sa comptable, sa partenaire, son membre silencieux du conseil d'administration pendant 40 ans. J'ai appris une ou deux choses sur la façon de traiter avec les tyrans en costume. Et ton père, malgré toutes ses fanfaronnades, n'est qu'un tyran en pull sans manche. Elle fit une pause, me regardant attentivement. Il y a encore une chose que tu dois te rappeler, Mason. La plus grande faiblesse de ton père est qu'il sous-estime ce qu'il ne peut pas contrôler. Il pense qu'il contrôle l'argent, la famille, toi. Il n'a aucune idée que certaines choses sont hors de sa portée. Ces mots étaient énigmatiques, mais ils étaient remplis d'une confiance contagieuse. J'ai quitté sa maison ce soir-là en me sentant transformé. La peur et la confusion avaient été remplacées par un sentiment de détermination froid et clair. Je n'étais plus seulement une victime se rendant à une confrontation. J'étais un soldat armé de la vérité et suivant un plan élaboré par le général le plus intelligent que je connaissais. Je suis rentré chez moi et j'ai organisé les papiers dans un classeur propre et professionnel. J'étais prêt. Je suis entré dans la maison de mes parents à 19h précise. L'air était chargé d'une gaieté forcée presque plus suffocante que le silence que j'avais laissé derrière moi la dernière fois. Ma mère, Hélène, s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, ses mouvements trop rapides, trop saccadés. « Mason, nous sommes si heureux que tu aies pu venir », gazouilla-t-elle, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Léo boudait sur le canapé, faisant défiler frénétiquement son téléphone, essayant de se rendre invisible. Mon père, Richard, se tenait près de la cheminée, un verre de scotch à la main, ayant l'air du seigneur du manoir. Il m'a fait un signe de tête sec. « Mason, c'est bien que tu sois venu. » Ma grand-mère était déjà assise à la table à manger, une image de calme élégance. Elle a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête presque imperceptible. C'était tout le réconfort dont j'avais besoin. Mon cœur,
qui avait battu la chamade dans ma poitrine, s'est calmé pour adopter un rythme régulier et déterminé. Je portais ma mallette, celle qui contenait le classeur, et je l'ai posée près de ma chaise. Le dîner fut une leçon de maître en déni. Nous avons parlé de la météo. Nous avons parlé de sport. Ma tante Carole et mon oncle Ben, qui avaient également été invités, bavardaient nerveusement de leurs récentes vacances. Mon père dominait la conversation, racontant une longue et ennuyeuse histoire sur une affaire qu'il avait conclue au travail. Une démonstration claire de sa propre importance. Je suis resté silencieux, poli. Je répondais aux questions directes par des réponses courtes et simples. Je sentais les yeux de mon père sur moi, sondant, attendant. Il s'attendait à ce que je craque, que je déclenche la dispute. J'ai refusé de lui donner cette satisfaction. Finalement, alors que ma mère débarrassait les assiettes du plat principal, il est passé à l'action. Il s'est éclairci la gorge, commandant l'attention de la table. « Mason », commença-t-il, sa voix empreinte de ce ton familier et condescendant. « Je suis content que tu sois venu ce soir. Ça nous donne une chance de mettre les choses au clair. Je sais que tu as été émotif à propos de nos récentes décisions financières. » La pièce est devenue silencieuse. Tante Carole s'est figée avec une fourchette de tarte à mi-chemin de sa bouche. « Je veux que tu comprennes, » a-t-il poursuivi, se penchant en avant, que chaque décision que ta mère et moi prenons est pour le bien de toute cette famille. Nous sommes fiers de ton indépendance. Mais ton indépendance signifie que tu n'as pas besoin du même niveau de soutien que ton frère. Et puis il a prononcé la phrase, celle qui avait tout déclenché. Il l'a dit avec un air de finalité, comme si c'était une vérité indéniable. Nous avons dépensé tes économies pour quelqu'un de mieux. Je sentis le regard de ma grand-mère sur moi, stable et fort. J'ai pris une lente inspiration, comme elle me l'avait conseillé. J'ai croisé le regard de mon père de l'autre côté de la table. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas laissé transparaître la fureur. J'ai juste posé la question, la laissant tomber dans le silence comme une pierre dans un puits profond. Mieux que moi. Mon père a ricané. Ne sois pas puéril. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit d'assurer l'avenir de Léo. C'était le signal. La chaise de ma grand-mère a raclé. Elle s'est levée. Tous les regards dans la pièce se sont tournés vers elle. « Richard » a-t-elle commandé, sa voix tranchant la tension. « Dis-moi qui est cette personne, tout de suite. » Le visage de mon père s'est empourpré de colère et d'embarras. « Mère, c'est une affaire de famille privée. Ça ne te concerne pas, tout ce que cette famille fait me concerne, » a-t-elle rétorqué. Surtout quand il s'agit de vol. Avant que mon père ne puisse exploser, je me suis penché, j'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti le classeur. Mes mains étaient parfaitement stables. Je l'ai posé au centre de la table avec un bruit sourd et définitif. J'ai apporté quelque chose, dis-je, ma voix claire et égale. Les yeux de Richard se sont rétrécis. Mason, ne fais pas ça. J'ai ouvert le classeur. La première page était un résumé des retraits, dates et montants alignés comme des soldats en parade. J'ai lentement, silencieusement, tourné la page pour révéler les relevés bancaires. Puis la suivante, pour les photos du nouvel équipement de Léo avec leur prise encerclée en rouge, et enfin, je suis arrivé à la dernière page, la demande de prêt falsifié. Un hoquet collectif a parcouru la pièce. La main de ma mère a volé à sa bouche. Léo a regardé les papiers, puis son père, la confusion et l'horreur naissant sur son visage. Attends, cet argent venait du compte de Mason ? Le masque de l'autorité paternelle a finalement glissé du visage de mon père, remplacé par une pure rage d'animal acculé. Tu as fouillé dans mon bureau, siffla Richard, sa voix basse et venimeuse. Il ne me regardait pas, mais les papiers, comme s'ils étaient un serpent qui venait de le mordre. Tu as fouillé dans ma vie, ai-je rétorqué, ma voix laissant enfin échapper une partie de la fureur glaciale que j'avais contenue. Tu penses que tu avais le droit de faire ça ? Mais je n'avais pas le droit de le découvrir ? Je l'ai fait pour ton frère, a-t-il rugi, pointant un doigt tremblant vers Léo. Il avait besoin de ces choses. Il avait besoin d'une chance. Quelque chose que tu ne comprendrais pas avec ton petit boulot sur et ton petit appartement. Je ne t'ai pas demandé de le voler. S'est écrié Léo, trouvant sa voix pour la première fois. Elle était tremblante mais défiante. Pourquoi ferais-tu ça ? Parce que tu le méritais. A claqué Richard, son autorité s'effritant en une justification désespérée.
parce que cette famille investit dans le potentiel. Mason n'a pas besoin d'une promotion ou d'un équipement sophistiqué. Il se débrouille tout seul. Il l'a toujours fait. C'était le moment. L'aveu final est accablant. Et c'est là que ma grand-mère a joué son coup de maître. Elle a frappé la table de la paume de sa main. Ce n'était pas un bruit fracassant, mais un bruit sec et retentissant qui a réduit au silence chaque voix instantanément. Toute la pièce a tressailli. Sa capacité à se débrouiller seul ne le rend pas moins méritant, Richard, dit-elle, sa voix dangereusement calme. Cela fait de lui un exploité. Pars-toi. Le visage de mon père était d'un rouge marbré. Il s'est tourné vers elle. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Mère, diriger l'entreprise, essayer de donner le meilleur à mes fils. Tu n'as aucune idée de ce que ça demande. Ma grand-mère a souri. C'était le sourire le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Il était froid, acéré et totalement dépourvu de chaleur. Oh, je pense que j'en ai une meilleure idée que tu ne peux l'imaginer, dit-elle doucement. Tu parles de l'entreprise que ton grand-père a bâtie. Carter Construction. Tu sembles avoir oublié un détail clé de ton héritage. Richard avait l'air confus. De quoi parles-tu? Papa m'a laissé l'entreprise. Il t'a laissé le titre de PDG, le corrigea-t-elle, sa voix tranchant son arrogance. Il t'a laissé le bureau d'anglais, les responsabilités quotidiennes. Mais il savait que tu étais imprudent. Il savait que tu étais arrogant. Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner, savourant le moment. Alors, dans son testament, il m'a laissé la participation majoritaire, 60% des actions de l'entreprise. Le monde s'est arrêté. Richard la fixait, la bouche bée. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. La mâchoire de tante Carole était par terre. Je suis l'actionnaire majoritaire de Carter Construction, Richard, a poursuivi ma grand-mère, sa voix aussi calme qu'un lac gelé. Je suis, à toutes fins utiles, ta patronne. Et en tant que ta patronne, je trouve que ta récente réaffectation d'actifs est le signe d'un jugement extrêmement médiocre. Sans parler de ta tentative de commettre une fraude bancaire en utilisant l'identité de ton fils, qui pourrait provoquer un scandale qui ruinerait la réputation de cette entreprise. Elle se pencha en avant, ses yeux le transperçant. Alors voici ce qui va se passer. Tu vas rectifier cette situation immédiatement. Parce que si tu ne le fais pas, le conseil d'administration tiendra une réunion d'urgence lundi matin pour discuter de ta révocation immédiate en tant que PDG. Suis-je clair? Mon père s'est affaissé dans sa chaise comme si les ficelles qui le soutenaient avaient été coupées. Le tyran, le titan de l'industrie, le seigneur du manoir avait disparu. À sa place se trouvait juste un petit homme terrifié qui venait de réaliser qu'il avait joué aux dames pendant que sa mère jouait une partie d'échecs dont il ignorait même l'existence. Le pouvoir dans notre famille venait de basculer de manière permanente et sismique. Et pour la première fois de ma vie, je sentais le sol solide sous mes pieds. Les suites de la révélation choc de ma grand-mère furent un silence assourdissant. L'onde de choc s'était propagée depuis la table à manger, laissant tout le monde paralysé. Mon père fixait son assiette, le visage pâle et flasque. Ma mère pleurait ouvertement, de sanglots silencieux et frissonnants. Ma grand-mère restait debout, une figure d'autorité absolue. Elle me regarda, son expression s'adoucissant juste un instant. Mason, dit-elle, sa voix maintenant calme mais ferme. Dis-leur ce que tu veux. C'était la première fois de ma vie que quelqu'un dans cette maison me posait cette question avec un réel poids derrière. Je pris une profonde inspiration, l'air ne semblant plus si difficile à respirer. J'avais le contrôle maintenant. Premièrement, commençai-je, ma voix stable. Je veux que mon argent me soit rendu. Tout. Pas en plusieurs fois. Pas quand vous aurez le temps. Je veux un chèque de banque en main d'ici la fin de la semaine. Je regardais directement mon père. Deuxièmement, la demande de prêt. Je ne veux pas qu'elle soit jetée. Je veux te regarder la passer dans une déchiqueteuse ce soir avant que je parte. Et troisièmement, dis-je, mon regard balayant mes deux parents. Je veux des excuses, de vraies excuses, pas une excuse, pas une justification. Je veux vous entendre dire que vous aviez tort. Mon père tressaillit mais ne leva pas les yeux. C'est ma mère qui parla, sa voix épaisse de larmes. Mason, nous n'avons pas ce genre d'argent disponible pour tout rembourser d'un coup. Alors vous vous adapterez, intervint ma grand-mère, sa voix comme de la glace. Vendez la nouvelle voiture dans l'allée.
Annulez votre adhésion au country club. Débrouillez-vous. Parce que l'alternative, comme l'avocat de Mason se ferait un plaisir de vous l'expliquer, implique des salles d'audience et des conséquences bien plus coûteuses. Le mot avocat flottait dans l'air. Un autre clou dans le cercueil de leur défiance. Mon père leva enfin les yeux. La colère avait disparu, remplacée par un regard vide et défait. Très bien, croassa-t-il, sa voix rauque. Très bien, tu auras ton argent. Il déglutit difficilement. Et les papiers du prêt. Je vais chercher la déchiqueteuse. Il se leva de table, ses mouvements lents et lourds comme un vieil homme. Il paraissait 10 ans de plus qu'1 heure auparavant. Il se dirigea vers son bureau sans un mot de plus. Nous avons tous écouté le vrombissement de la petite déchiqueteuse de bureau, détruisant méthodiquement la preuve de sa dernière trahison. Il revint quelques minutes plus tard, les mains vides. Il n'osait pas croiser mon regard. « Nous sommes désolés », murmura-t-il, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Ce n'étaient pas les excuses sincères dont j'aurais pu rêver autrefois. C'était l'aveu forcé d'un homme vaincu. Mais à ce moment-là, c'était suffisant. C'était un aveu de culpabilité. C'était une reddition. Je me levai et fermai mon classeur. Je le remis dans ma mallette. Je rentre chez moi maintenant, dis-je à toute la pièce. Personne n'essaya de m'arrêter. Ma mère pleurait toujours. Léo fixait ses mains. Ma grand-mère m'adressa un sourire fier et triste. Alors que je sortais par la porte d'entrée, laissant derrière moi les décombres de mon ancienne vie, cela ne ressemblait pas à une fin. C'était un commencement. C'est le moment qui a tout changé. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma propre vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes incroyable. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, faites-moi une énorme faveur et aimez cette vidéo et laissez un 1 dans les commentaires ci-dessous, juste pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi. Cela n'aide pas seulement plus de gens à trouver cette histoire. Cela me fait savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est sincèrement la plus grande motivation pour que je continue à partager le reste de ce voyage. J'avais la main sur la poignée de porte quand une voix appelait mon nom. Mason, attends. Je me suis retourné. C'était Léo. Il m'avait suivi dans le couloir, le visage pâle et misérable. Ses yeux étaient rougis. L'assurance habituelle avec laquelle il se déplaçait avait complètement disparu. Il ressemblait juste à un gamin effrayé. « Je suis tellement désolé », a-t-il murmuré, sa voix se brisant. Je jure que je n'en avais aucune idée. Je pensais que papa m'aidait juste avec l'argent de l'entreprise. Je ne l'aurais jamais pris si j'avais su que c'était le tien. Je l'ai regardé, le frère que j'avais passé ma vie à détester, et pour la première fois, je n'ai pas vu l'enfant prodige. J'ai vu une autre victime des manipulations de notre père. « Pourquoi, Léo ?» ai-je demandé, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. « Pourquoi avais-tu besoin d'autant d'argent ? Ce n'était pas juste pour une tablette et un ordinateur portable, n'est-ce pas ?» Il a secoué la tête, regardant ses chaussures. « Non », a-t-il admis, sa voix à peine audible. J'ai merdé. Je me suis mis au pari sportif en ligne. Je me croyais malin. J'ai perdu. J'ai perdu gros. Je devais beaucoup d'argent à des gens assez sérieux. L'aveu flottait entre nous. Cela n'excusait rien, mais cela expliquait beaucoup de choses. La pression, le désespoir. Je l'ai dit à papa, a-t-il poursuivi, levant enfin les yeux vers moi, le regard suppliant. J'étais terrifié. Il est devenu fou. Mais ensuite. Ensuite il s'est calmé et a dit qu'il avait une solution. Il a dit qu'il y avait des fonds familiaux que nous pouvions utiliser. Il a fait comme si tout cela faisait partie d'une stratégie d'investissement plus large. Il m'a dit que si je gardais ma bouche fermée et que je me montrais reconnaissant, il s'en occuperait. Il a dit que c'était ma seule chance de réparer mon erreur sans ruiner mon avenir. Il était un pion. Mon père n'avait pas seulement utilisé mon argent pour renflouer son fils préféré. Il avait utilisé l'erreur de Léo pour le contrôler, pour l'endetter davantage, créant un cycle de dépendance. C'était encore plus tordu que je ne l'avais imaginé. Il m'a dit que ça ne te dérangerait pas, s'étrangla Léo. Il a dit que tu t'en sortais bien et que c'était mon tour. Je ne savais pas quoi dire. La colère que j'avais ressentie envers lui pendant des années s'était dissipée, remplacée par une tristesse complexe et lasse.
Il était faible, et notre père avait exploité cette faiblesse tout comme il avait exploité ma force. Ce n'était pas ton tour, Léo, dis-je doucement. C'était mon argent, et tu vas devoir trouver comment voler de tes propres ailes sans ces solutions. Il a hoché la tête, s'essuyant les yeux. Je sais. Je vais te rembourser, même si ça me prend le reste de ma vie. C'était la première vraie conversation honnête que nous avions eue depuis plus d'une décennie. Cela n'a pas réparé les années de distance entre nous, mais c'était un début. C'était une fissure dans la façade de l'enfant prodige parfait, révélant la personne imparfaite et effrayée en dessous. Le chèque de banque est arrivé par coursier exactement 4 jours plus tard. Le tenir dans mes mains semblait surréaliste. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une validation. C'était la liberté. C'était la clôture d'un chapitre douloureux et le financement d'un nouveau. La première chose que j'ai faite a été d'entrer dans le bureau de mon patron au cabinet de design. Monsieur Davis était un homme bon, juste et encourageant, le genre de figure paternelle que j'avais toujours souhaité avoir. Je lui ai dit que je démissionnais pour créer mon propre studio. Il n'a pas été surpris. J'ai toujours su que ce cabinet n'était qu'un tremplin pour toi, Mason, a-t-il dit en me serrant chaleureusement la main. Tu es trop talentueux pour travailler pour quelqu'un d'autre pour toujours. Alors que je rangeais mon bureau, Jessica, une collègue qui avait toujours été un peu trop amicale, s'est approchée. J'ai entendu dire que tu partais, a-t-elle dit, feignant la déception. De grands projets. Quelque chose comme ça, dis-je de manière évasive. 2 semaines plus tard, j'ai appris d'un ancien collègue que Jessica était allée voir Monsieur Davis juste après mon départ, essayant de dépeindre mon départ comme non professionnel. Elle avait laissé entendre que je volais des clients, essayant de saboter ma réputation avant même que je ne commence. Mais Monsieur Davis, qui valorisait la loyauté et l'intégrité avant tout, a vu clair dans son jeu. Non seulement il a rejeté ces affirmations, mais après une courte enquête, il a découvert qu'elle médisait d'autres collègues depuis des mois. Elle a été licenciée la semaine suivante. C'était une petite et satisfaisante pièce de justice cosmique. J'ai utilisé l'argent restitué pour louer un petit bureau en centre-ville, le meubler avec des meubles propres et modernes et investir dans la meilleure technologie. Je l'ai appelé Bedrock Design parce que je construisais mon avenir sur une fondation solide, la mienne. Le travail était dur, les heures étaient longues, mais c'était la chose la plus épanouissante que j'ai jamais faite. Chaque client que je décrochais, chaque projet que je terminais était un témoignage de ma propre compétence et de ma détermination. Il n'y avait pas de cadeaux, pas d'actifs réaffectés, juste du travail pur et simple. Mon premier client majeur fut Monsieur Davis. Il a engagé mon nouveau studio pour redessiner toute l'image de marque de son cabinet. Je préfère payer un supplément pour un talent en qui je peux avoir confiance, m'a-t-il dit lors de notre première réunion dans mon nouveau bureau. Ce contrat m'a donné la stabilité dont j'avais besoin pour embaucher mon premier employé. Mes parents ont essayé de me contacter. Ma mère envoyait des SMS timides. Je pense à toi. J'espère que tu vas bien. Mon père a laissé un message vocal guindé et maladroit une fois, parlant d'un malentendu et espérant que nous pourrions aller de l'avant. Je n'ai pas répondu. Il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de paix. Je construisais une nouvelle vie et elle n'avait pas de place pour leur genre d'amour toxique et conditionnel. La limite que j'avais tracée n'était pas un mur pour les tenir à l'écart. C'était une fondation pour construire ma propre maison. Et pour la première fois, l'architecture de ma vie me semblait solide, stable et entièrement mienne. Environ 1 an après le dîner, ma grand-mère et moi prenions notre thé dominical habituel. Le succès de Bedrock Design avait été une ascension discrète mais constante, et je me sentais enfin en sécurité, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Nous parlions d'un nouveau client que j'avais décroché quand elle a mentionné mon père. Richard m'a appelé la semaine dernière, dit-elle en remuant son thé. L'entreprise ne va pas bien. Sans mes actions en garantie, la banque resserre sa ligne de crédit. Il est obligé d'apprendre à fonctionner avec un budget. Elle a pris une gorgée, ses yeux pétillants par-dessus le bord de sa tasse de thé. C'est une leçon difficile pour lui. J'ai ressenti un étrange pincement, mais ce n'était pas de la sympathie. C'était une reconnaissance clinique et distante d'un problème qui n'était plus le mien à résoudre. Je ne t'ai jamais raconté toute l'histoire du testament de ton grand-père, a-t-elle poursuivi en posant sa tasse. Il ne m'a pas seulement donné les actions pour protéger l'entreprise. Il l'a fait pour te protéger. Je l'ai regardé, confus. Même à l'époque,
nous voyons comment Richard était avec toi et Léo, a-t-elle expliqué. Nous voyons le favoritisme flagrant. Ton grand-père craignait que Richard ne dilapide les ressources de l'entreprise pour Léo et ne te laisse avec rien. Me donner le contrôle était sa façon de s'assurer qu'il y aurait toujours quelque chose pour toi. C'était son dernier acte pour veiller sur son petit-fils plus silencieux. Elle a souri d'un sourire triste et entendu. Il m'a juste fait confiance pour savoir quand utiliser ce pouvoir. J'attendais juste que tu sois prêt à te battre pour toi-même, Mason. Je ne pouvais pas mener ta bataille à ta place, mais je pouvais m'assurer que tu aurais la meilleure arme quand tu serais prêt à entrer sur le terrain. La révélation s'est installée profondément dans ma poitrine. C'était un cadeau du passé, un dernier acte d'amour d'un homme dont je me souvenais à peine. Mon grand-père ne m'avait pas oublié. Il m'avait vu. Plus tard cette semaine-là, on a frappé à la porte de mon bureau. C'était Léo. Il avait l'air différent, plus mince peut-être, mais ses yeux étaient plus clairs. Il tenait un café et une petite enveloppe impeccable. « Je t'ai apporté une offrande de paix », dit-il en me tendant le café. Il regarda autour du bureau, impressionné. « Waouh, tu l'as vraiment fait. »« J'essaie, » dis-je. Il me tendit l'enveloppe. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il, l'air embarrassé. « Mais c'est la première. J'ai trouvé un travail, un vrai, dans un entrepôt, de nuit, et je vois un conseiller pour le jeu. Chaque paie, une partie, te reviendra jusqu'à ce que tout soit remboursé. » J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un mandat de $200. C'était une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qui avait été pris, mais il semblait plus lourd que le chèque de banque que mon père m'avait donné. Celui-ci était gagné. C'était la responsabilité. « Merci, Léo, dis-je, et je le pensais. » Nous sommes restés là un moment dans un silence gêné mais pas inconfortable. « Tu sais, » dit-il, « pour la première fois, je pense que je suis vraiment fier de quelque chose que j'ai fait. » Moi aussi, dis-je. Ce n'était pas une fin parfaite. Notre famille était encore brisée à bien des égards, mais pour la première fois, nous reconstruisions sur des fondations séparées et plus honnêtes, et cela ressemblait à un début. Cela fait 3 ans maintenant depuis ce dîner. Bedrock Design a 3 employés à temps plein, et nous déménageons dans un bureau plus grand le mois prochain. Je ne suis pas riche, mais je paie mes factures. J'aime le travail que je fais, et je dors profondément la nuit. Je vois ma grand-mère toutes les semaines. Notre lien, forgé dans le feu de ce conflit, est la relation la plus forte que j'ai. Elle est mon mentor, ma confidente et ma plus grande supportrice. Ma relation avec mes parents est distante, civile. Nous nous voyons aux fêtes de fin d'année. Les conversations sont superficielles, prudentes. Ils ne mentionnent jamais l'argent. Ils ne parlent jamais de ce qui s'est passé. Ils agissent comme si tout cela n'était qu'un mauvais rêve, mais ce n'en était pas un. C'était un éveil. La ligne que j'ai tracée cette nuit-là est toujours là, brillante et claire. Ils savent qu'il ne faut pas la franchir. La dynamique du pouvoir a été définitivement reconfigurée. Léo continue de me rembourser chaque mois. Les enveloppes continuent d'arriver. C'est une personne différente maintenant. Humble, plus travailleur, plus réfléchi. Nous parlons parfois. Nous ne sommes pas les frères proches que je vois dans les films. Mais nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes juste 2 hommes qui essaient de tracer leur propre chemin dans le monde. Enfin libérés des rôles que nos parents nous avaient assignés. Parfois, je me tiens ici, dans mon bureau, regardant les lumières de la ville, et je pense au garçon qui se faisait tout petit pour maintenir la paix. Je pense à la façon dont le silence peut être un poison. Comment maintenir la paix peut parfois simplement signifier se laisser lentement effacer. Rompre mon silence a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Cela m'a coûté la famille que je pensais avoir. Mais cela m'a donné la vie que j'étais toujours destiné à vivre. Cela m'a appris que votre valeur n'est pas déterminée par ce que les autres sont prêts à investir en vous, mais par ce que vous êtes prêt à investir en vous-même. Et cela m'a appris qu'une vraie famille n'est pas celle qui vous vide jusqu'à la dernière goutte et vous dit d'être reconnaissant. C'est celle qui vous tend une arme et vous fait confiance pour mener vos propres batailles, sachant qu'elle se tiendra juste derrière vous une fois la poussière retombée. Votre véritable héritage n'est pas l'argent ou un titre. C'est la force de définir votre propre valeur. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'apprécie vraiment que vous ayez passé ce temps avec moi. J'espère que cette histoire a résonné en vous d'une manière ou d'une autre.
Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû vous opposer aux personnes même qui étaient censées vous protéger? Je serais honoré si vous partagiez vos pensées ou votre propre histoire dans les